développe en définissant des objectifs globaux, des objectifs intermédiaires, en définissant une méthode. Et le résultat, c'est quoi, M. Alain? C'est que la RDC a réalisé la meilleure performance économique et sociale qu'elle n'ait jamais réalisée depuis 1960. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les institutions spécialisées qui le disent. Et en 2014-2015, nous avons gagné 11 points dans le classement de l'indice de développement humain publié par le PNUD. Encore là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez dire, oui, M. Matata donne des chiffres. Non. Et l'indice de développement humain, c'est un indice globalisant et globalisé qui permet d'apprécier effectivement le progrès d'un pays dans son développement. Là-dedans, vous y trouvez, par exemple, le revenu par habitant, vous y trouvez les taux de mortalité, vous trouvez les taux de scolarisation, vous trouvez les taux d'accès à l'eau potable. Au cours de cette période, la RDC a gagné près de 11 points. Donc la RDC a fait du progrès. Donc le leadership, c'est quelque chose qui a été vécu dans ce même pays. Et imaginez-vous, la RDC était classée parmi les 10 économies les plus dynamiques du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Banque mondiale qui l'a dit. Parmi les 10 économies les plus réformatrices du monde, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Banque mondiale qui l'a dit. À un certain moment, la RDC a fait rêver le monde. Parce que la RDC était citée comme un modèle de programme économique au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, à la BAD, dans les institutions internationales. Rappelez-vous, M. Alain, j'ai été invité à l'une de 3 grandes universités du continent africain, à l'université du Caire, là où Obama a présenté son speech. Je le fais. Et j'ai trouvé dans la salle des étudiants égyptiens avec la cravate rouge. J'ai posé la question au recteur de cette prestigieuse université. Il m'a dit, Monsieur Matata, vous constituez un des modèles de gestion macroéconomique dans le continent africain. Voilà pourquoi les étudiants égyptiens voulaient aussi vous envoyer un signal. Il y a une frange des Congolais qui pense que l'argent que vous avez détourné a servi notamment à construire l'université Mapon, qui est une université moderne à Kindu, au Maniema. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, il faut aller demander au procureur général près de la Haute Cour, M. Jean-Paul Mukolo, qui a reçu, à mon insu, et dans ses enquêtes, c'est de bons droits, et ses compétences les lui permettent. Il a reçu l'architecte qui a construit l'université technologique Mapon, située dans ma ville natale de Kindu. Ce serait mieux d'ailleurs, parce qu'il peut vous dire combien d'argent est sorti donc du compte du Trésor pour aller dans ces comptes. Tout ce que je peux vous dire, cher Alain, ce que les Congolais doivent savoir, c'est que dans ce pays, il peut exister des Congolais qui peuvent vivre autrement, qui peuvent gérer autrement. Que tous les Congolais ne sont pas semblables dans la gestion de la chose publique. Quand moi, je suis arrivé ministre des Finances, la raison pour laquelle je me suis imposé le port, la cravate rouge, j'ai dit, je ne prendrai pas $1 du trésor public. Et je ne l'ai pas fait. Je l'ai dit au Sénat plusieurs fois. Je n'ai pas pris $1 du projet Bukangalonzo. Dieu merci. C'est lui qui était censé me remettre les dollars en question, a reconnu dans ce même pays qu'il ne m'a jamais remis $1. Est-ce que vous savez d'abord que M. Christo Grobler, dont on dit que je me connaissais avec avant même que le projet ne soit monté, le premier jour du procès, il est arrivé en retard. Et quand il est arrivé, moi je m'étais déjà présenté devant la barre. Et quand il est arrivé, il se présentait et le procès était terminé. Il a posé la question à ses avocats. Est-ce que M. Matata était dans la salle? C'était une histoire à dormir debout. Comment est-ce que le parquet près la Cour constitutionnelle peut me dire avoir eu des rapports avec quelqu'un que je ne connaissais pas? C'est un film hallucinant. Mais revenons à votre question. Y a-t-il $1 qui a quitté le trésor public pour aller dans la construction de l'université? Cher Alain, quand vous arrivez devant cette université, vous trouvez une plaque qui vous indique les noms de tous les contributeurs. Et ce ne sont pas des noms non connus. Vous n'allez pas quand même dire qu'une entreprise comme TFM, Tenke Fungroove Mining, n'est pas connue dans ce pays. Vous n'allez pas quand même dire qu'une entreprise comme Robank n'est pas connue dans ce pays. Vous n'allez pas dire quand même qu'une fondation comme Malta Forest n'est pas connue dans ce pays. Mais pourquoi, vous les journalistes, vous ne pouvez pas aller voir ces entreprises pour dire est-ce que réellement vous avez contribué? Il y a un rapport d'audit présenté par un des cabinets qu'on appelle les Big Five, PricewaterhouseCoopers, qui a répertorié chaque dollar qui a été mobilisé pour financer les travaux de cette université. Mais PricewaterhouseCoopers n'a pas trouvé $1 qui est venu du trésor public. C'est une honte, cher Alain, que c'est les pilleurs de la République qui n'ont pas su construire même pas une école primaire chez eux, même pas une école secondaire chez eux, parce qu'on leur reproche de n'avoir rien fait. Ils disent, ah, lui, s'il a construit, c'est parce qu'il a pris l'argent du trésor public. Mais ils ne disent jamais que
Quand vous allez visiter cette université, il y a une plaque qui indique tous les contributeurs. Cette université aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, est l'une des meilleures universités, pas en termes de bâtiments, mais en termes de sérieux et en termes de la qualité de l'enseignement. Et cette université ne reçoit pas seulement, et je vais vous surprendre, ceux qui étudient dans cette université, la majorité, ce ne sont pas les gens de la province du Maniema. Ils viennent de partout, y compris des provinces aussi éloignées qui sont dans l'ancien Équateur. Mais que disent les étudiants? Ils disent, nous sommes fiers d'étudier dans une telle université parce que ça nous décomplexe d'aller en Europe. J'ai entendu un professeur qui me disait, mais pourquoi est-ce que certains parents veulent envoyer leurs enfants en Europe? Parce que vous trouvez toutes les conditions. Vous avez de la lumière 24 sur 24 heures, vous avez de l'eau et des toilettes 24 heures sur 24 heures, vous avez des papiers, vous avez tout ce qui est de confort. Vous avez des tableaux électroniques et vous avez un confort acceptable. Et vous avez des enseignants qui viennent même de l'Europe, même du Canada, qui viennent enseigner. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Et vous savez, mes chalins, parce que moi et vous, nous sommes aujourd'hui ici, de vivre cette interview, c'est parce que nous avons étudié. Savez-vous que le meilleur investissement, le meilleur facteur du progrès d'une nation, c'est l'éducation? C'est tout. Le Japon n'a pas de matières premières. Le Japon l'a compris et a investi dans l'éducation. Et l'un des facteurs du sous-développement, c'est l'absence de l'importance sur les sciences exactes. Pourquoi les États-Unis traînent l'économie mondiale? C'est à cause de la science, à cause de la recherche et du développement. Combien de facultés de polytechnique il y a dans ce pays? Mais combien comparer les facultés de droit et d'économie qu'il y a dans ce pays? Tout simplement parce que ce n'est pas facile de créer une faculté de sciences. Et ce n'est pas facile aussi d'être étudiant dans la faculté des sciences et des polytechniques. Mais malheureusement ou heureusement, c'est les sciences qui dirigent le monde.